Bonjour, ma belle famille. Bienvenue sur Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire puissante et profondément humaine. Clara Delaunay fixait la toile blanche posée sur son chevalet, dans le petit atelier qu'elle appelait « chez elle ». La lumière grise de Paris filtrait à travers la fenêtre, caressant les pots de peinture vides et les pinceaux tachés de couleurs séchées. Sa main tremblait. À 24 ans, elle avait imaginé une vie différente, faite d'expositions, de reconnaissance, de galeries. Pas de factures impayées ni de réfrigérateurs vides. La bourse d'études à l'Académie des Beaux-Arts lui avait ouvert des portes, mais pas celle du loyer. 3 jours. C'est tout ce qu'il lui restait avant d'être expulsé. 3 jours pour trouver 1200 €, ou perdre non seulement son toit, mais aussi 5 ans de rêve et d'efforts. Chaque coup d'œil à la lettre d'expulsion collée sur la porte lui arrachait un peu plus d'air. Son téléphone vibra sur la table tachée de peinture. Un numéro inconnu. « Allô ? Mademoiselle Delaunay ?» La voix féminine était douce, maîtrisée. « Oui, c'est moi. Ici Sophie Valmont, assistante d'un client privé. Il a une proposition particulière à vous faire. Seriez-vous disponible ce soir, à 20 h ?» Le cœur de Clara s'emballa. « Quel genre de proposition ? Mon employeur préfère en parler de vive voix. Je vous rassure, tout est parfaitement légal. Dîner au restaurant Le Mirador, avenue Montaigne. Tous frais payés. Et vous recevrez 500 € simplement pour venir. 500 €. Pas assez pour sauver son appartement, mais assez pour gagner du temps. J'y serai, répondit-elle enfin. Le Mirador n'était pas un restaurant, c'était un autre monde. Lustre de cristal, serveur ganté, rire feutré de gens qui n'avaient jamais connu la faim. Clara se sentit minuscule dans sa robe bleu marine, la seule potable qu'elle possédait. Une hôtesse l'emmena jusqu'à une table isolée, où un homme se leva à son approche. Il devait avoir 35 ans, les cheveux sombres striés d'argent aux tempes, un regard d'orage. Son costume valait sûrement plus que son année de revenus. « Mademoiselle Delaunay, dit-il en se levant. Merci d'être venu. Monsieur ? Alexandre Morel. » Sa voix portait cette assurance tranquille des hommes habitués à être écoutés. Clara prit place, tâchant de cacher le tremblement de ses mains. « Vous devez vous demander pourquoi vous êtes ici, dit-il en faisant signe au serveur. L'idée m'a effleuré, oui. Un sourire fugace. J'aime votre franchise. » Il se pencha légèrement vers elle. « J'ai besoin d'une compagne. » Clara écarquilla les yeux. « Je crois qu'il y a malentendu. Je ne suis pas ce genre de femme. Justement. C'est pour cela que je vous ai choisi. » Il expliqua calmement. 3 mois d'événements, de galas, de dîners caritatifs où les apparences comptaient plus que la vérité. Il lui proposait de jouer le rôle de sa petite amie, sans ambiguïté, sans promesse d'intimité. « Tout sera écrit, précisa-t-il. Vous aurez votre propre chambre, votre indépendance, vos limites. En échange, 50 000 €. Clara resta muette. 50 000. Assez pour recommencer à zéro. Mais quel prix aurait sa liberté ? Pourquoi moi ? Demanda-t-elle enfin. Parce que vous êtes authentique. Votre ancien professeur, Monsieur Arnaud, m'a parlé de vous. Il dit que vous êtes talentueuse, honnête, et que vous luttez pour survivre. Elle sentit un pincement au cœur. Monsieur Arnaud, le seul qui avait cru en elle. Et vous, que gagnez-vous à tout cela ? Un silence. Puis une voix plus grave. Mon père est mort il y a 6 mois. Pour garder son empire, je dois prouver que je mène une vie stable. Le conseil d'administration veut un héritier équilibré, un homme de famille. Je ne cherche pas l'amour, mademoiselle Delaunay. Je cherche à survivre. Clara baissa les yeux sur ses doigts tachés de bleu. Peut-être n'était-il pas si différent. 2 êtres piégés, l'un par la richesse, l'autre par la pauvreté. J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle. Naturellement. Vous avez jusqu'à demain soir. Il lui glissa une carte de visite. Tout sera par contrat. Votre dignité et votre sécurité garantie. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. La ville bruissait sous la pluie tandis qu'elle fixait la toile vide devant elle. Et, à l'aube, elle prit sa décision. Elle composa son numéro. Monsieur Morel ? Mademoiselle Delaunay. Vous avez réfléchi ? Oui. Mais à mes conditions, aucune intimité physique, des gestes limités au nécessaire, et 3 mois exacts. Pas un jour de plus. C'est entendu. Alors, j'accepte. Clara raccrocha, puis prit son pinceau. Sur la toile, elle peignit un oiseau dans une cage dorée. Magnifique. Et prisonnier. Le contrat arriva quelques heures plus tard, apporté en main propre par Sophie Valmont, toujours impeccable dans son tailleur beige. Clara lut chaque ligne avec attention, relisant 2 fois les clauses. Tout y était, les limites, les conditions, la confidentialité, et cette somme irréelle, 50 000 €. Quand elle signa, sa main trembla à peine. Dès le lendemain, sa vie prit une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un styliste débarqua dans son petit studio avec des portants entiers de robes haute couture, chacune plus somptueuse que la précédente. Un coiffeur transforma sa coupe simple en chignon élégant.
Une maquilleuse lui enseigna comment sublimer son visage sans le masquer. Vous êtes déjà belle, dit Sophie avec un sourire. Nous ne faisons que révéler ce que le monde n'a pas encore vu. Clara observa son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait sortir d'un magazine. Élégante, sûre d'elle, presque étrangère. Et pourtant, sous la soie et le rouge à lèvres, c'était toujours elle. Le premier événement fut un gala de charité au musée d'Orsay. Alexandre vint la chercher en personne, au volant d'une berline noire aux vitres teintées. « Prête ?» demanda-t-il en descendant de voiture. « Aussi prête qu'on peut l'être pour traverser un monde auquel on n'appartient pas. » Il eut un léger sourire. « Ce soir, vous serez parfaite. » Le trajet se fit dans un silence nerveux, seulement brisé par le bruit discret du moteur. Quand ils arrivèrent devant le musée illuminé, les flashs des photographes crépitèrent comme une tempête d'étoiles. Alexandre lui tendit la main. « Tenez-vous près de moi. Je m'occupe du reste. » La chaleur de sa paume la surprit, rassurante, presque protectrice. Ils franchirent ensemble le tapis rouge, les regards se tournèrent vers eux, curieux, parfois envieux. À l'intérieur, la richesse avait un parfum, celui du champagne et des roses. Les conversations flottaient, légères et calculées. Clara souriait, parlait avec les invités, jouait son rôle avec une grâce qu'elle ne se soupçonnait pas. « Vous vous débrouillez très bien », murmura Alexandre lorsqu'ils s'éloignèrent de la foule. « Je crois que j'ai appris à observer avant de parler. Voilà une qualité rare ici. » Il s'était réfugié près d'une grande baille vitrée qui donnait sur la Seine. Paris scintillait sous la lune. « Tous ces gens jugent, dit-elle doucement. Ils jugent tout le monde. C'est leur passe-temps préféré. Mais vous les troublez. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à vous ranger dans une case. Et cela les effraie. » Elle eut un rire nerveux. « Je ne suis qu'une artiste fauchée déguisée en princesse. » « Non. Vous êtes la seule personne ici à être vraie. » Cette phrase resta suspendue entre eux, comme un secret partagé. Les semaines suivantes furent une succession d'événements, de dîners, de voyages. Clara apprit vite. Comment sourire sous les projecteurs, comment danser dans des chaussures trop chères, comment esquiver les questions indiscrètes sur leur relation. Mais surtout, elle apprit à connaître Alexandre. Sous son masque d'homme d'affaires impassible se cachait un être étonnamment humain. Il aimait le jazz, détestait les flatteries, citait parfois des poètes sans s'en rendre compte. Le soir, dans la voiture qui les ramenait, il parlait peu, mais chaque mot semblait peser, sincère. Un soir, après un dîner interminable avec des investisseurs, il l'invita dans son appartement, un penthouse surplombant tout Paris. Ils ôtèrent leurs chaussures, s'assirent sur le canapé, épuisés. « Mon père disait toujours que la bonté est une faiblesse », souffla-t-il. « Et vous ? Moi, je crois que c'est une stratégie. La cruauté fait des ennemis. Le respect construit des empires. » Clara le regarda longuement. Dans ses yeux, il y avait une lassitude immense. « Et vous ? Qui êtes-vous vraiment, derrière tout ça ? » Un homme qui essaie encore de le découvrir. Cette nuit-là, quelque chose changea. Une complicité fragile naquit, tissée de confidences et de silences partagés. Quelques jours plus tard, il lui dit. « J'ai vu vos peintures. Sophie m'a montré votre portfolio. Vous avez un talent brut. Vous peignez ce que les autres n'osent pas ressentir. » Elle resta interdite. « Vous avez fait des recherches sur moi ? » Évidemment. Mais au-delà du contrat, j'étais curieux. Vous touchez quelque chose de vrai. Les mots la bouleversèrent. Elle sentit ses yeux brûler. « Merci, murmura-t-elle. Ce n'est pas de la politesse. C'est une vérité rare. » Leur regard se croisa, trop longtemps. L'air se chargea de cette tension douce et dangereuse. Alexandre se leva brusquement. « Il est tard. Vous devriez rentrer. » Elle se leva aussi. À la porte, elle se retourna. « Je suis heureuse que ce soit vous. Pour cet arrangement. » Il baissa les yeux. Clara, ne rendez pas ça réel. Trop tard, dit-elle simplement. Le tournant eut lieu lors d'un week-end d'affaires à Chamonix. Alexandre devait assister à une conférence internationale, et Clara, en tant que « compagne officielle », devait l'accompagner. Ils partageaient une suite, 2 chambres séparées, comme le stipulait le contrat. Mais les montagnes avaient ce pouvoir étrange, elles effaçaient les masques. Loin de Paris, des flashs et des murmures, ils se découvrirent autrement. Le premier jour, ils marchèrent longtemps dans les sentiers enneigés. Alexandre lui montra comment reconnaître les traces d'animaux, raconta des souvenirs d'enfance, rares éclats d'un passé qu'il évoquait peu. Le soir, ils restèrent près du feu, buvant du vin rouge dans des tasses en fer, riant d'anecdotes absurdes sur les soirées mondaines. Le deuxième soir, la neige tomba doucement derrière la baie vitrée. Clara, vêtue d'un pull trop grand, se tenait sur le balcon, observant les étoiles. Alexandre la rejoignit, une couverture sur le bras. Il la posa sur ses épaules. « 2 semaines, murmura-t-il. « Pardon ? 2 semaines avant la fin du contrat. » Le silence se fit. Le vent jouait dans ses cheveux. « Et ensuite ?» demanda-t-elle. « Ensuite, je devrais vous laisser partir. »« Vous devriez. »« Je sais. Mais je n'en ai pas envie. » Clara se tourna vers lui.
Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, elle vit ce qu'elle craignait, un éclat trop humain, trop vrai. « Alexandre, nous avions un accord. »« Je sais, » répondit-il, la voix plus basse. « Mais les accords ne prévoient pas ce qu'on ressent. » Il s'approcha, hésitant, puis toucha sa joue du bout des doigts. Un geste simple, fragile, chargé d'une douceur presque douloureuse. « J'ai passé ma vie à suivre des règles, Clara. À être ce que les autres attendaient de moi. Et je suis fatigué. Fatigué de jouer un rôle. Que êtes-vous en train de dire? Que je suis tombé amoureux. Peut-être sans m'en rendre compte. Mais c'est fait. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Vous n'avez pas le droit de dire ça. » « Pourquoi? Parce que ça rend tout compliqué? Parce que ça brise les limites? » « Oui, parce que ça rend tout réel. » Il posa sa main contre la sienne. « Je n'ai jamais rien voulu d'aussi réel. » Clara ferma les yeux. Les larmes lui montèrent sans qu'elle puisse les retenir. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi. Mais je préfère avoir peur avec vous que vivre sans vous. » Et quand il l'embrassa, ce fut comme une déchirure dans le temps de rien à voir avec les gestes calculés pour les photographes. C'était vrai, imparfait, tremblant. Un baiser de deux âmes qui cessaient enfin de se mentir. Quand ils se séparèrent, haletant, il posa son front contre le sien. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. « On arrête de fuir. » Mais le retour à Paris ramena la réalité comme une gifle. Le lundi matin, le téléphone d'Alexandre sonna dès l'aube. Le visage encore marqué par la fatigue, il décrocha. La voix au bout du fil était froide, celle de Gérard Lemoine, le président du conseil d'administration. Quelques secondes plus tard, Alexandre pâlit. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Clara, inquiète. « Des photos. Quelqu'un a pris des clichés de nous sur le balcon. Ils circulent déjà parmi les actionnaires. » Elle sentit le sang se glacer dans ses veines. « Et alors? Vous n'avez rien fait de mal. Dans leur monde, si. L'image, Clara. Toujours l'image. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Gérard veut me voir demain. Il dit que ça met en péril la stabilité du groupe. Est-ce que ça peut vous coûter votre poste? Peut-être. Et je m'en fiche. » Mais elle voyait dans ses yeux que ce n'était pas vrai. Cet empire, il l'avait bâti avec son père, pierre après pierre. Perdre ça, c'était perdre une part de lui. « Alexandre, dit-elle doucement, si être avec moi vous détruit, alors je dois partir. Ne dites pas ça. Vous avez des milliers d'employés. Des familles qui dépendent de vous. Vous ne pouvez pas tout risquer pour moi. Et si je le veux? Alors vous le regretterez. » Elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, elle resta seule dans sa chambre d'hôtel, les yeux fixés sur la neige qui tombait dehors. Elle avait cru être prête à tout. Mais pas à devenir le poids d'un homme qui risquait de tout perdre pour elle. Le lendemain matin, le ciel de Paris semblait aussi lourd que le cœur de Clara. Alexandre partit tôt pour sa réunion. Avant de fermer la porte, il l'embrassa sur le front, un geste silencieux qui disait « Je reviendrai ». Mais quand la porte se referma, elle sut que rien ne serait plus pareil. Elle passa la journée à tourner en rond dans son appartement. Les minutes s'étiraient comme des heures. Chaque bruit de la rue lui paraissait lointain. Puis, son téléphone sonna. « Clara? C'est Sophie. Il faut qu'on parle. » Elles se retrouvèrent dans un petit café discret du Marais. Sophie, d'ordinaire si élégante et impassible, semblait fatiguée, les traits tirés. « Le conseil d'administration est divisé, dit-elle sans détour. Certains veulent qu'Alexandre rompe immédiatement avec vous pour sauver la fusion avec le groupe Westbridge. D'autres pensent qu'il doit démissionner. Et que pense-t-il, lui? Qu'il ne vous laissera pas tomber. Mais Clara, s'il s'entête, il risque tout. Pas seulement son poste. Des milliers d'emplois sont liés à cette fusion. » Clara sentit un froid l'envahir. « Et tout ça, c'est à cause de moi. » « Non, dit Sophie doucement. C'est à cause de ce qu'il est devenu grâce à vous. Ils ne comprennent pas qu'un homme puissant puisse aimer sincèrement. » Un long silence. Puis Sophie posa sa main sur celle de Clara. « Je l'ai vu heureux pour la première fois depuis des années. Mais demandez-vous ceci, pourra-t-il encore l'être, si tout s'effondre ?» Ces mots la suivirent tout le chemin du retour. Quand elle entra dans le Penthouse, Alexandre était là, debout devant la baie vitrée, une coupe de whisky à la main. « Alors » demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. « Ils m'ont donné un ultimatum, finit-il par dire. Rompre publiquement avec vous, ou être destitué. Et vous? Je leur ai dit non. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Alexandre, c'est de la folie. Vous allez tout perdre. J'ai déjà tout perdu avant vous. Cette fois, je choisis de vivre. » Il s'approcha, posa le verre, prit son visage entre ses mains. « Avant vous, j'étais un homme creux. Plein de succès, vide à l'intérieur. Vous m'avez redonné un cœur, Clara. » Les larmes qu'elle retenait jaillirent enfin. « Et si un jour vous me le reprochez? Je n'ai jamais regretté une décision prise par amour. » Mais au fond d'elle, Clara savait qu'aimer ne suffisait pas toujours. Cette nuit-là, elle resta seule dans le bureau d'Alexandre. Sur les murs, des tableaux modernes, pleins d'énergie et de chaos.
Elle regarda un grand panneau au cou de pinceau rouge et doré, vibrant de passion et de tourment. Son téléphone vibra, un appel de sa mère. « Ma chérie, comment tu vas? On dirait que tu pleures. » Clara inspira profondément, puis raconta tout. L'accord, les sentiments, les menaces, le risque. Sa mère resta silencieuse un long moment. « Tu sais, quand ton père est parti, j'ai cru que ma vie était finie. J'étais seule, sans argent, sans diplôme, avec une enfant à élever. Tout le monde me disait de rentrer à la campagne, d'abandonner mes rêves. Et tu es resté. Oui. Parce que parfois, le bon choix est aussi le plus dur. » Clara sentit sa voix se briser. « Et s'il finit par me détester? L'amour ne garantit rien, ma fille. Il demande du courage. La vraie question, c'est, es-tu prête à être digne d'être choisie? » Après avoir raccroché, Clara resta dans le noir, songeuse. Puis, lentement, elle prit une décision. Le lendemain, elle alla trouver Alexandre dans son bureau. « J'ai réfléchi. Si on doit se battre, on le fera ensemble. Clara, je ne veux pas que tu sois mêlée à ça. Trop tard. Je t'aime. Et je ne veux plus me cacher. » Il voulut protester, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. On va leur montrer ce qu'ils refusent de voir, que l'amour n'est pas une faiblesse. Ce soir-là, elle contacta la presse. Contre toute attente, Alexandre accepta. Si on tombe, dit-il, on tombera debout. Le lendemain matin, il se tenait côte à côte devant les caméras. Des dizaines de journalistes, des flashs, des murmures. Alexandre prit la parole, la voix claire et posée. « Il y a 3 mois, j'ai engagé Mademoiselle Delaunay dans un cadre professionnel. Mais cette collaboration est devenue la plus belle décision de ma vie. » Les murmures se turent. On m'a demandé de choisir entre mon poste et mon cœur. Je choisis Clara. Parce que certains trésors valent plus que des empires. Puis il se tourna vers elle. Et dans son regard, elle vit tout, la peur, la foi, et un amour qu'aucune condition ne pourrait plus étouffer. Le silence qui suivit le discours d'Alexandre fut presque sacré. Puis, tout à coup, un déferlement, flash, cris, journalistes qui se bousculaient, caméras levées. Des centaines de questions fusèrent à la fois sur leur relation, sur la société, sur la fusion. Mais Alexandre ne répondit à aucune. Il garda la main de Clara fermement dans la sienne, et ensemble, ils quittèrent la salle sous un tonnerre de murmures. Dans la voiture, aucun des deux ne parla. Paris défilait derrière les vitres teintées, comme un film silencieux. Quand ils arrivèrent à son appartement, Alexandre coupa enfin le moteur. « Tu sais ce que je viens de faire » demanda-t-il, la voix rauque. « Oui, dit-elle simplement. Tu as choisi d'être vivant. » Il sourit faiblement, un sourire fatigué mais vrai. « Je ne sais pas si le monde va me pardonner ça. Le monde s'en remettra, murmura-t-elle. Et moi, je t'aimerai quand même. » Ils passèrent la soirée blottis l'un contre l'autre, sans un mot de trop. À la télévision, les chaînes d'infos tournaient en boucle, le PDG d'Atlas Group sacrifie sa carrière pour une artiste. Certains l'accusaient de folie. D'autres, d'humanité. Le lendemain, il devait affronter le conseil. Clara resta à l'appartement, les mains crispées autour d'une tasse de café. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer d'elle. Puis enfin, à midi, la porte s'ouvrit. « Alors » souffla-t-elle. « Ils vont voter jeudi. » Elle vit la fatigue dans son regard, les épaules lourdes de décision. « Et si tu perds ? Alors, on recommencera ailleurs. » On. Oui, on. Ces 3 lettres suffirent à rallumer la lumière dans sa poitrine. Les jours suivants, Clara se réfugia dans la peinture. Les émotions, la peur, la tendresse, tout se déversa sur la toile. Ses pinceaux créaient des oiseaux, des chênes, des ciels ouverts. Chaque coup de couleur était une prière pour leur avenir. Le jeudi arriva. Alexandre partit tôt, vêtu de son costume gris clair, le même que le jour où elle l'avait rencontré. Avant de sortir, il la regarda longuement. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches, tu as changé ma vie. » Puis il disparut dans le couloir. Clara resta seule, incapable de peindre. Chaque minute pesait une éternité. À 16 heures, son téléphone vibra. C'était lui. « Alors » demanda-t-elle, le cœur battant. Un rire incrédule franchit la ligne. « Par miracle, ils ont voté pour moi. » Elle resta un instant sans voix. « Comment » Un appel de dernière minute. Richard Westbridge, le président de la société partenaire. Il a vu notre conférence. Il a dit que j'avais eu le courage qu'il n'a jamais eu. Clara sentit les larmes lui monter. Et la fusion ? Approuvé. Et toi, approuvé aussi, je crois. Lorsqu'il rentra ce soir-là, il la souleva dans ses bras. Pas un mot. Seulement le rire, la joie brute, la délivrance. Ils dînèrent sur le toit du bâtiment, sous le ciel violet de la nuit. Alexandre leva son verre. À la vérité. À celle qu'on a failli perdre dans nos propres mensonges. Elle sourit. Et à la liberté. Celle qu'on trouve quand on arrête d'avoir peur d'aimer. 6 mois plus tard, le monde avait changé, ou peut-être, c'était eux. Clara exposait désormais dans une galerie du quartier latin.
Sa première exposition personnelle s'appelait Captive et libre. Les critiques parlaient de révélation artistique, des émotions pures. Sur un mur, le tableau du tout début, l'oiseau dans la cage dorée. Mais cette fois, la porte était ouverte, et l'oiseau s'envolait dans une explosion de lumière. Alexandre, lui, avait créé une fondation pour aider de jeunes artistes sans ressources. Lors du vernissage, il restait en retrait, fier et discret, observant Clara parler à la presse. Elle brillait. Pas à cause de lui, mais parce qu'elle était enfin elle-même. Quand elle revint vers lui, il lui prit la main. « Tu regrettes parfois » demanda-t-elle. « De t'avoir choisi » ? Pas une seule seconde. Il l'attira contre lui. « Tu m'as sauvé d'une vie d'or et de silence. Et toi, tu m'as montré que même les cages les plus dorées peuvent s'ouvrir. » Autour d'eux, les invités admiraient ses œuvres, mais pour Clara, tout se figea dans cet instant, son visage, sa main dans la sienne, la lumière douce sur leurs ombres mêlées. Elle comprit alors que la vraie victoire n'était pas d'avoir gagné contre le monde, mais d'avoir appris à s'aimer dans un monde qui ne comprend pas toujours l'amour. L'exposition fut un triomphe. Les journalistes parlaient un souffle nouveau dans la peinture contemporaine, les collectionneurs se pressaient pour acheter. Mais au-delà du succès, ce soir-là, Clara sentit enfin qu'elle n'avait plus rien à prouver. Son art n'était plus une lutte pour survivre, mais une célébration de ce qu'elle avait traversé. À la fin du vernissage, Alexandre l'emmena sur la terrasse de la galerie. En bas, Paris brillait de mille feux. Le vent d'été soulevait légèrement les pans de sa robe. « Tu te souviens de ce premier dîner au Mirador » demanda-t-il. Elle rit doucement. « Comment l'oublier ? J'étais terrorisé, persuadé que tu étais un prédateur en costume. Et moi, que tu allais refuser mon marché. J'aurais dû. » « Non, dit-il avec un sourire, parce que sinon, je ne t'aurais jamais rencontré. » Un silence tendre s'installa. Les bruits de la ville leur parvenaient comme une berceuse lointaine. « Tu sais, reprit-elle, cette toile du début, l'oiseau dans la cage dorée. Oui, j'ai compris quelque chose. La cage n'était jamais fermée. C'est moi qui n'osais pas en sortir. » Alexandre la regarda, ému. « Et maintenant ? Maintenant, je vole. » Il l'attira doucement contre lui. « Alors permets-moi de voler à tes côtés. » Leurs lèvres se retrouvèrent, lentes, sur cette fois. Ce n'était plus le baiser du doute ou de la peur, mais celui d'une promesse silencieuse. Nous avons survécu au monde, maintenant vivons. Les mois qui suivirent furent simples. Pas de drame, pas de scandale, juste une vie. Des cafés au petit matin, des soirées à peindre jusqu'à l'aube, des projets communs. Alexandre finissait parfois ses réunions plus tôt pour venir la chercher à l'atelier, les doigts encore tachés de couleur. Il riait toujours. « On dirait que tu t'es battu avec un arc-en-ciel. » « Et j'ai gagné, répondait-elle en riant. Il voyageait souvent, mais toujours modestement. Pas de yacht, pas de luxe inutile. Juste deux êtres qui avaient appris à goûter chaque instant sans chercher à le posséder. Un jour, elle reçut une lettre d'un jeune peintre de la Fondation. « Votre histoire m'a donné le courage de continuer. Vous m'avez appris qu'on peut être pauvre et libre à la fois. » Clara pleura en la lisant. C'était le plus beau des héritages. Des années plus tard, dans un atelier en bord de mer, elle termina une nouvelle toile. Elle représentait deux silhouettes marchant sur une plage, main dans la main, laissant derrière elle des empreintes que la marée effaçait lentement. Elle l'intitula « Empire de sable ». Alexandre entra, une tasse de café à la main. « Tu travailles encore ?»« Toujours. Et toi, tu ne te reposes jamais non plus. On dirait qu'on n'a rien appris. »« Si, répondit-elle en souriant. On a appris à vivre sans peur. » Il posa la tasse, s'approcha et embrassa sa tempe. « Tu sais ce que j'aime le plus dans ta peinture ? Quoi donc ? Ce qu'on ne voit pas. Les cicatrices cachées sous les couleurs. » Elle le regarda longuement. « Ce sont elles qui rendent tout réel. » Le soir tomba. Les deux silhouettes se découpèrent dans la lumière dorée du couchant, leurs ombres se mêlant sur le plancher taché de peinture. Et dans ce calme parfait, Clara sut qu'elle n'avait pas seulement trouvé l'amour, elle avait trouvé la paix. La voix du narrateur s'éleva alors, douce et reconnaissante. « Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, partagez-la avec vos proches, et souvenez-vous, parfois, la vie change au moment où l'on ose dire « oui ». Ainsi s'achevait l'histoire de Clara et Alexandre, celle d'un contrat né du désespoir est devenue la plus belle preuve que l'amour, quand il est vrai, n'a besoin d'aucune condition.